J'ai changé le cadre parce qu'il paraît que mes cadres, c'est un peu monotone. Jamais content les gens, hein? On est dimanche 17 mars déjà. Hier, il faisait un temps merveilleux et aujourd'hui, il fait un temps pourri. Il est... Eh bien, vous ne le verrez pas. Eh ben, vous ne le verrez pas. Il est 8h36 du matin et dites-vous que, à la limite, commencer à tourner une vidéo à 8h36, hein. Bon, en fait, j'ai perdu tous mes rushs. J'avais commencé à filmer une vidéo à 7h du matin, puisque je suis réveillée depuis 4h30, n'est-ce pas? Et bah, j'ai tout perdu, comme d'habitude, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je recommence du coup. C'est pas grave. Petite vidéo aujourd'hui, vidéo plante, pour satisfaire tout le monde. La dernière fois, c'était une vidéo FAQ pour mes élèves. Désolée, j'ai recoupé ma frange et je pense que je me suis mis des cheveux dans l'œil. Bon, bref. Petite vidéo plante pour parler un petit peu du nectar. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des plantes chez eux, des plantes tropicales et qui ont remarqué qu'il y avait sur leurs plantes des sortes de petites gouttes transparentes et collantes qui se développaient, qui sur les inflorescences, qui sur les tiges, qui sur les pétioles, c'est-à-dire les tiges des feuilles. Eh bien, nous allons expliquer ce qu'est le nectar et à quoi il sert et comment il est produit. Enfin bon, bref, la totale, quoi. Alors tout au long de cette vidéo, j'incrusterai des photographies que j'ai prises de mes plantes. J'aurais bien aimé prendre le nectar en vidéo, mais il se trouve que ma caméra n'arrive pas à faire des focus corrects, donc ça rendait mieux en photo. Donc je mettrai de ce côté-là différentes photos que j'ai prises pour illustrer un peu mon propos. Et puis je rajouterai des choses pompées sur internet, j'avoue, c'est pas bien. Mais bon, hein, on fait comme on peut. Donc avant d'expliquer ce que c'est que le nectar, alors rapidement, le nectar, c'est un exsudat, c'est un liquide sucré produit par les plantes au niveau d'organes appelés des nectaires. Voilà, des nectaires, alors qu'il y a des nectaires qui peuvent être diffus dans les tissus de la plante ou très localisés et visibles à l'œil. Voilà. Donc les nectaires sont responsables de la production du nectar, qui est en réalité une transformation de la sève de la plante, de l'une des sèves de la plante, qui est j'ai un moucheron qui me rentre dans le nez, mais c'est trop génial, merci. Qui est très concentrée en sucre, entre autres. Alors avant de rentrer dans les détails, il faut que je vous fasse un petit rappel éventuel. Alors vous les quatrièmes, vous êtes bien au courant, vous êtes des spécialistes maintenant des sèves brutes et élaborées, machin, vous savez très bien tout ça, mais je vais faire un petit rappel pour tout le monde. Donc dans les plantes vasculaires circulent deux types de sèves, ce qu'on appelle la sève brute et ce qu'on appelle la sève élaborée. Elles ont des compositions différentes et des sens de circulation différentes. La sève brute, c'est une sève composée majoritairement d'eau et de sels minéraux qui provient de l'absorption racinaire au niveau des radicelles des plantes. Donc elle provient directement du sol et des eaux courantes, eau de pluie et compagnie. Donc la plante va absorber cette eau pure, brute, et la faire monter jusqu'aux feuilles. Alors ce qui va la faire monter jusqu'aux feuilles, c'est quand même pas instinctif. Alors sur une petite plante on peut se dire ok, mais sur un séquoia géant on se dit waouh, il y a quand même bien 100 mètres à monter, donc voire plus. Donc c'est quand même assez fortiche. Pour ça, il y a un phénomène de poussée racinaire. Alors là, c'est des échanges ioniques au niveau des cellules végétales. On ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a également tout ce qui est transpiration au niveau des feuilles qui va comme une paille, comme un effet paille-aspiration, qui va faire monter la sève brute dans une catégorie de vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux du xylème. Voilà. Et arrivé au niveau des feuilles, cette sève brute va contribuer à l'élaboration de sucre à travers un processus photovoltaïque, à travers le processus métabolique de la photosynthèse. Donc les rayons du soleil vont taper les feuilles qui sont chargées de chlorophylle qui se situe dans les thylakoïdes des chloroplastes des cellules végétales. Bon bref, on s'en fout. Ça joue le rôle de panneau solaire, grosso modo. Et donc cette énergie du rayonnement solaire va permettre, grâce à la combinaison avec le dioxyde de carbone de l'air, de construire des molécules organiques, les sucres. Et donc la sève va changer de composition et devenir de la sève dite élaborée, chargée en sucre, afin de nourrir les autres cellules des plantes. Donc les plantes sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables à partir de matières minérales, et juste grâce à l'énergie solaire, de produire des matières organiques.
des composés carbonés, comme les sucres. Donc la sève élaborée part des feuilles et va aller distribuer ces sucres dans toute la plante. Donc elle est plutôt descendante, elle, et le principe de descente, hein, c'est tout simplement la gravité. Donc elle va passer dans d'autres types de vaisseaux. C'est plus les vaisseaux du xylème, c'est les vaisseaux du phloème, qui ont une structure légèrement différente. Donc cette sève élaborée, elle va aller nourrir les cellules ou être accumulée dans des organes puits, des organes cibles, qu'on appelle aussi des organes de réserve. Les tubercules, les bulbes, etc., les rhizomes, voilà. Donc ce sont des organes d'accumulation des sucres. Donc ça veut dire que la sève élaborée, après, elle sera redistribuée dans l'autre sens. Bouh, on passe. Donc, le nectar qui est sucré, il provient de la sève non pas brute, mais de la sève élaborée. La sève élaborée va passer au niveau des nectaires, ces petits organes producteurs de nectar, et ces organes, quand ils vont faire passer la sève brute, ils vont la charger, la concentrer, non seulement en sucre, donc ce qui est un processus énergétique, ça leur coûte de l'énergie de faire ça, mais également en composés soit attractifs, soit répulsifs, ça dépend, odorants, avec des saveurs différentes, telles que des phénols, tels que des... je vais pas la voir, tels que des alcaloïdes, voilà. Le but de tout ça étant d'attirer ou de repousser certains animaux. Nous allons y venir. Alors, les conditions de la production du nectar, alors dans la nature, ça se produit, donc les plantes produisent du nectar, bon, à la période de floraison, même un petit peu avant, principalement quand il fait chaud et quand il y a une luminosité suffisante. Il y a des études qui ont été menées, donc c'est quelques millilitres par jour, et il y a des études qui ont été menées qui ont constaté que un simple passage nuageux au milieu de la période d'ensoleillement, par exemple, pouvait suffire à stopper la production de nectar. Donc c'est vraiment très sensible comme phénomène. Alors nous, en intérieur, avec nos plantes exotiques, c'est un peu le printemps et l'été toute l'année, hein, donc du coup, la production de nectar peut avoir lieu toute l'année. Alors, faut distinguer deux types de nectar. Alors là, on va remercier un certain monsieur qui s'appelle Gaston ou Gustave? Je crois que c'est Gustave. Raté, c'est Gaston. Gaston Bonnier. Nous on l'appelle Bonnier dans le jargon, dans le milieu, on se tape dans le dos, on l'appelle Bonnier. Bon, il est mort, hein. C'était un botaniste de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, français, qui est notamment connu pour ses flores, les fameuses flores Bonnier. Alors là, accrochez-vous les gars. Attendez, je vous en sors une. Alors là, petite parenthèse, ça c'est un souvenir ému de mes années d'étudiante. La fleur Bonnier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une flore, hein. Le principe d'une flore, c'est grâce à des clés de détermination, grâce à des caractéristiques, des attributs de reconnaissance, c'est identifier des plantes, voilà, tout simplement. Donc là, vous avez la fleur Bonnier classique de la France, de la Belgique, de la Suisse, bon voilà. Donc c'est la fleur Bonnier de base, il y en a eu plusieurs. Mais alors, la fleur Bonnier, c'est également un outil de torture pour les étudiants en botanique, dont j'ai fait partie. Donc avec des critères de reconnaissance absolument imbitables, voilà, des pages et des pages de clés de détermination pour reconnaître une plante grâce au carpel et au machin de sa fleur. C'est affreux. C'est affreux, c'est-à-dire c'est des heures de nausée. Quand vous faites 8 heures sur le terrain sous la pluie à devoir reconnaître des plantes grâce à la fleur Bonnier, d'où son état lamentable, hein, la mienne a pris l'eau, etc. Eh bien, vous n'avez plus jamais envie de faire de botanique de votre vie. Alors Bonnier, justement, bon quand même, a tenté dans sa flore de faire à la fin un petit index pour vous expliquer tout son jargon, tout son charabia. Et il parle notamment des nectaires. Est-ce que je vais les retrouver? Attendez, ne bougez pas. Non, pas du tout. Ah, voilà, les nectaires. Donc, voilà, le début de la définition est de l'autre côté. Et donc, en fait, il distingue les nectaires à la base des corolles, donc à la base extérieure des fleurs, donc à la base des pétales. Les nectaires à la base des feuilles. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les nectaires extrafloraux, donc en dehors des fleurs. Et les nectaires à la base du pistil des fleurs, donc intrafloraux. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les nectaires extrafloraux. Parce qu'en réalité, on regarde... Alors déjà, on a rarement des inflorescences sur nos plantes, et puis on regarde pas vraiment à l'intérieur pour voir la production de nectar. Donc en fait, nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est de ça qu'on va parler. Donc merci Gaston Bonnier de nous avoir torturés pendant des années. Mais elle bouffe mon truc. Mon lapin bouffe mon truc. C'était pas possible, toi, hein.
très mal élevé ce lapin. Voilà, c'était mon petit encart, c'était ma petite vengeance contre Gaston. Gaston, tu nous as bien saoulés pendant des années. Il existe maintenant des flores vachement plus accessibles. Alors après, elle est extrêmement complète, hein, ça on peut pas dire. Mais bon, voilà. Alors, le rôle du nectar, il est plutôt connu en général, notamment le nectar intrafloral. C'est-à-dire, on sait bien que ce nectar, ce liquide sucré produit à l'intérieur des fleurs permet d'attirer les pollinisateurs qui vont venir se nourrir du nectar et se recouvrir au passage de pollen. Ça, c'est les 6e qui sont très au courant. Ils viennent de faire le cours il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est un leurre en fait. On attire le pollinisateur, il vient se nourrir du nectar et au passage, il se recouvre de pollen. Alors, petit point évolutif là-dessus, quand même, il semblerait que les premières plantes à fleurs, les premiers angiospermes, n'attiraient à eux les pollinisateurs que grâce au pollen. Il n'y avait pas de nectar au départ. Sauf que produire du pollen, c'est vraiment très coûteux en énergie. Et puis surtout, le pollen, donc chaque grain de pollen est une cellule reproductrice mâle qui va permettre de féconder une autre fleur. Et c'est un peu du gâchis de produire du pollen pour qu'il soit bouffé par les pollinisateurs et qu'il n'y ait que 3-4 grains qui servent vraiment à la pollinisation. D'où ce progrès évolutif de produire non plus que du pollen, mais du nectar. Donc, comme c'est beaucoup plus sucré que le pollen, les pollinisateurs viennent s'en gaver et se recouvrent de pollen, ça optimise le taux de pollinisation d'une fleur à l'autre. Donc c'était une avancée évolutive pour le nectar intrafloral. Mais alors, pourquoi les plantes s'enquiquinent-elles à produire du nectar extrafloral sur les tiges, etc. Mais à quoi ça peut bien servir? Alors c'est à ça que sert cette vidéo, c'est vous expliquer à quoi ça sert ce nectar extrafloral. Faut que je me réhabitue à avoir une frange. Chaque fois j'oublie et à chaque fois ça me fait bizarre. Eh bien, le nectar extrafloral a plusieurs utilités. Première utilité... Ah oui, alors attendez, pause. Ah là là, le teasing. Juste, faut pas confondre ça avec le phénomène de guttation qui a lieu sur les feuilles des plantes. Donc les petites gouttes d'eau qui vont se former à la pointe des feuilles ou sur le pourtour des feuilles. Donc là, cette eau qui perle des feuilles est produite non pas par des nectaires mais par des hydatodes. C'est encore un autre type de glande qui permet d'excréter l'excès d'eau et donc l'excès de sève brute et pas de sève élaborée. Donc vous pouvez faire comme moi, vous pouvez goûter l'eau de guttation de vos feuilles, là vous risquez pas grand chose, et vous allez sentir que ça n'est pas sucré. Donc là c'est quand vous faites un petit excès d'arrosage, là les hydatodes vont excréter l'excès d'eau. C'est un phénomène naturel, ça a lieu dans la nature aussi, voilà. Quand il y a un petit excès d'humidité au niveau des racines, la plante est capable de décoper, quoi, si vous voulez. Donc là c'est pas pareil, hein. Donc alors, à quoi sert ce nectar? Revenons-en au nectar, c'est complètement décousu comme d'habitude. Bravo Marie. À quoi sert ce nectar extrafloral? Premier rôle, attirer des insectes protecteurs, enfin des animaux protecteurs. Alors c'est principalement les fourmis. On trouve beaucoup de glandes de nectar extrafloral chez les plantes myrmécophiles. Alors moi, je sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, si je l'ai déjà dit, je le couperai au montage. Moi, encore une fois, le nectar extrafloral, je le vois principalement au niveau de mes philodendrons. Je ne le vois pas sur mes autres plantes. J'ai une plante qui m'a posé un doute à un moment, c'était mon Piper sylvaticum. Voilà, Piper sylvaticum, qui lui aussi produit des sortes de petites billes, mais c'est pas vraiment, enfin je sais pas si c'est du nectar ou pas, c'est dur, hein. Enfin on dirait de la gomme un petit peu. Donc il y a des billes transparentes et des billes plus foncées. Je vous incrusterai une image s'il faut. J'ai appris que ça n'était pas une peste, hein, que ça servait à rien, que j'essaye de le traiter. Non, c'est tout à fait normal. Mais par contre ça, pour le coup, je sais pas à quoi ça sert. Donc je me renseignerai, ce sera à l'occasion d'une autre vidéo. Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Donc à part le Piper, moi c'est surtout sur les philodendrons que je vois ça. Voilà, à la volée, je vous ai mis le philodendron Florida Ghost, le Florida Green, le Joépi, enfin il y en a plusieurs, j'ai oublié son nom, ensuite qui est poilu des pétioles. Oh là là, c'est terrible, j'ai vraiment... Le squamiferum, voilà. Le squamiferum, enfin bon bref, il y en a plusieurs comme ça qui produisent du nectar extrafloral. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça sert à attirer des insectes, principalement des fourmis, qui vont protéger la plante. Je vous explique.
Le nectar va attirer les fourmis. Les fourmis vont se nourrir du nectar. Et comme elles sont là, du coup, au passage, elles vont rester là, hein, puisque la source de bouffe est ici. Et au passage, elles vont faire fuir d'éventuels insectes phytophages, des chenilles et compagnie, qui n'auront plus la place, elles vont les dégager. Elles vont éventuellement bouffer des champignons qui voudraient se développer, des bactéries qui seraient mauvaises, enfin bon bref. Donc elles protègent la plante et en échange, elles sont rétribuées, elles sont nourries. Donc elles restent sur place, elles montent la garde. Deuxième truc, ça peut attirer des insectes parasitoïdes, c'est-à-dire ils vont venir se poser sur la plante, se nourrir du nectar et au passage pondre leurs œufs dans des nuisibles, voilà, des insectes nuisibles. Donc ça c'est tout bénéfique pour la plante, elle attire à elle une protection. Deuxième rôle, ça va être de détourner l'attention de certains insectes qui pourraient faire foirer la pollinisation. Toujours les fourmis peuvent polliniser. Si elles boivent le nectar extrafloral, elles peuvent aller boire celui à l'intérieur des fleurs aussi. Mais elles vont se recouvrir de pollen, et en fait, comme elles ne volent pas, comme elles ont une faible capacité à se déplacer, bah du coup c'est du pollen un peu perdu qui ira pas féconder d'autres fleurs. Donc du coup la plante préfère gaspiller un peu d'énergie pour les maintenir, pour les attirer à un autre endroit qu'au niveau des fleurs et laisser la place aux pollinisateurs efficaces. Donc les fourmis sont en train de bouffer sur la tige, elles sont contentes et pendant ce temps-là, elles ne vont pas occuper la place dans la fleur pour les pollinisateurs qui eux sont efficaces, les abeilles, les bourdons, les papillons et compagnie. Autre avantage aussi, c'est que les fourmis, alors ok, elles défendent la plante, mais quand elles font de l'auto-nettoyage, vous avez peut-être déjà vu ça sur des insectes qui se frottent les antennes là, comme ça, elles libèrent des molécules, parmi lesquelles des antibiotiques, alors là on peut se dire c'est cool, mais également des molécules qui vont faire baisser le taux de viabilité des graines à terme sur la fleur, enfin sur la plante. Donc le fruit que donnera la fleur, s'il a été contaminé par les molécules produites par la fourmi, aura des graines qui vont moins germer qu'un autre fruit. Donc tout intérêt à maintenir les fourmis à l'écart. Bon, et puis dernier intérêt de sécréter du nectar extrafloral, je commence à fatiguer. C'est un peu plus insidieux, c'est pour le nectar extrafloral qui est produit avant la période de floraison. On peut se dire, bah ouais, bah c'est bizarre, pourquoi faire, c'est quand même de la perte d'énergie, autant le produire au moment de la floraison. Eh bien non, l'intérêt c'est vicieux, hein, c'est de commencer à nourrir les futurs pollinisateurs, leur donner de l'énergie, faire en sorte qu'ils soient en bonne forme, bien prêts pour la période de floraison, et de leur indiquer le lieu de la bouffe. C'est-à-dire que les plantes s'y prennent un peu à l'avance avant la floraison, commencent à produire du nectar extrafloral, les futurs pollinisateurs, au réveil de l'hiver, vont commencer à venir se nourrir, repérer le lieu de la bouffe, et du coup, quand la plante va fleurir, ils sauront direct où aller, ils seront en pleine forme, et ils feront la pollinisation à donf. C'est quand même magique, cette coévolution, moi je trouve ça incroyable. Ça continue de me fasciner, quoi. C'est incroyable, incroyable. Oui, parce qu'évidemment, tout ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, voilà, dans la nuit du 11 au 12, hein, ça s'est pas passé comme ça, c'est des millions d'années d'évolution. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, quand même! Bon, bref. J'ai approché des 20 minutes, j'ai été obligée j'ai été contrainte de couper. Petite anecdote supplémentaire, j'ai certainement oublié des choses, hein. J'en sais rien. Voilà. Petite anecdote, sachez que certaines plantes produisent du nectar extrafloral et intrafloral, enfin du nectar, qui contient des molécules psychotropes. Donc, type éthanol, type dérivé morphinique, alcaloïde, opiacé, pardon. Et donc tout ça, bah oui, ça fait tourner la tête des insectes qui viennent s'en nourrir, et surtout ça les rend addicts. Donc carrément ils viennent se droguer, quoi. Ils viennent se droguer, ils veulent leur dose. Donc c'est pour créer une accoutumance, et c'est pour faire en sorte que bah, les insectes ne les lâchent pas. Ils ont besoin de leur fixe, quoi, vous voyez. Donc voilà, donc la drogue n'est pas le monopole de l'homme. Ne vous inquiétez pas que les espèces vivantes ont compris ça bien avant nous. Ce sera peut-être une vidéo que je ferai sur la drogue dans le monde animal, parce que c'est quand même assez extraordinaire, il y a des choses à dire. Alors attention, je fais pas l'apologie des drogues, hein, je dis juste qu'on n'a pas tout inventé. Voilà. Je dis juste que l'addiction c'est naturel. C'est naturel.
système récompense, etc. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, sachez que les plantes, par exemple les orchidées font ça. Dans le nectar des orchidées, il y a énormément de substances, enfin énormément. Il y a des substances psychotropes à une certaine dose qui font que ça fait tourner la tête de leurs pollinisateurs et qui ils y reviennent quoi. On n'essayez pas de sucer des fleurs d'orchidées, hein, soyez pas bêtes. Pour vous, ça suffira pas. Voire ce sera peut-être toxique, j'en sais rien, donc ne le faites pas. Voilà tout. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère que cette fois, je ne vais pas perdre tous mes rushs. Ce serait quand même bien dommage. J'espère que vous avez appris des trucs. S'il vous reste des questions, évidemment, j'y répondrai en commentaire. Et puis, prochaine vidéo. Alors oui, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez évidemment nectar en commentaire. Voilà, ça tombe sous le sens. Je me foule pas trop, là. Mettez nectar en commentaire. Et puis, prochaine vidéo, probablement milieu de semaine prochaine, je ne sais pas. Alors là, je m'engage à rien. Hein. Oula, je ne m'engage à rien. Et ce sera probablement un Coffee with Marie à nouveau, parce que je vais pas avoir le temps de préparer une vidéo bien construite. Donc on va faire ça. On va faire un Coffee with Marie, j'ai aucune idée de ce qu'on fera, ni de quoi on parlera, mais c'est le concept de cette vidéo. Il y aura les gremlins. Pour ceux qui sont fans de mes pouettes gremlins, eh bien, très certainement qu'il y en aura dans cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. À la prochaine.